Bonjour à tous, je suis Aurélie, Community Manager et formatrice en réseaux sociaux. J'ai lancé Rencontrons le Monde en juin 2020 pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'Amérique du Sud à travers des francophones qui y vivent ou y ont vécu même une expérience. Leur point commun, c'est d'avoir osé changer le cours de leur vie. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram et Facebook Rencontrons le Monde. Les liens sont directement dans la description de cet épisode. Dans cet épisode, j'interviewe Cécile. Cécile a construit donc l'éco-camping Mango Feliz à Rincón del Mar. Rincón del Mar est une ville que j'ai eu l'occasion de visiter lors de mon séjour en Colombie. Dans cet épisode, elle nous parle de son amour pour ce village caribéen et nous explique comment elle est passée d'un simple voyage en Colombie à la construction d'un éco-camping. Elle nous parlera également des grandes étapes de son éco-camping. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode. Très bonne écoute. Donc du coup, tu nous parlais un peu des grandes étapes de la construction. Alors, comment ça s'est passé? Déjà, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais bien que tu nous dises si jamais donc t'es arrivé à Rincón del Mar avec l'idée justement que tu avais envie de monter un éco-camping, ou si justement c'est venu après et du coup t'as un peu adapté ton offre quand tu es arrivé à Rincón del Mar. Alors j'avais une idée et on l'a précisé en arrivant. Moi, j'avais envie d'avoir un côté ferme, écologique, parce que c'est un mode de vie que je voulais adopter, et de travailler dans le tourisme. Et en fait, quand je suis arrivée à Rincón del Mar et les premiers jours, semaines où j'ai commencé à y habiter, j'ai un petit peu fait une étude de marché, entre guillemets, regardé un petit peu ce qui existait en type de logement, en type d'offres touristiques, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait déjà pas mal de cabanes, d'hôtels, d'hostels, de chambres partagées, un petit peu de tout sur la plage. Par contre, il n'y avait pas de camping à Rincón. Et comme en parallèle, j'ai réussi à trouver un terrain plutôt grand, donc pour le moment 5000 m2 mais extensible, ce qui est plutôt pas mal, ça nous permettait de développer à la fois la partie ferme où on va planter des choses et à la fois l'activité touristique de l'éco-camping. Et donc on est parti là-dessus. On a aussi installé un petit resto pour pouvoir donner à manger à nos clients, un petit déjeuner, un dîner, un café, un jus de fruits. Et voilà, et puis on a adapté le projet en fait en fonction des besoins du village et pour compléter l'existant, pas forcément pour venir concurrencer une offre que je trouvais déjà plutôt pas mal en fait. En termes de diversité, en termes de prix, en termes d'options, il y a déjà pas mal de choses. Il y a des auberges de jeunesse, il y a un lodge chicos, il y a des bungalows chicos, il y a aussi les cabanes chez les habitants qui sont plus simples. Il y a vraiment de tout pour tous les goûts, tous les prix. Donc c'est vrai que assez vite, c'est devenu une évidence en fait que vu le terrain qu'on avait, en fait, on avait tout intérêt à offrir le camping que personne n'offrait. Et que à ce jour, je crois, on est les seuls à offrir à Rincón del Mar. Mais d'ailleurs, quand j'ai vu ton offre, je me suis dit waouh, mais c'est génial de faire ça à Rincón del Mar, parce que moi, Rincón del Mar, c'est vraiment un village hyper reposant, où en fait c'est l'idéal pour vraiment bien déconnecter, etc. Tu vois. Donc en fait, le type d'offre que tu proposes, moi je trouve qu'il est complètement en adéquation avec ce village. Ouais, pour le moment, alors c'est vrai qu'on a eu la quarantaine, on n'a pas pu ouvrir tout de suite. Pour le moment, on n'a encore pas beaucoup de visiteurs étrangers, européens. Donc du coup, pour le moment, on a commencé que avec les touristes colombiens. C'est pas forcément les touristes qui sont le plus attirés par le camping et l'écologie. Ils sont quand même majoritairement très influencés par la télévision. En plus, il fait chaud, donc ils veulent la clim. C'est pas forcément le public le plus facile pour nous, pour notre modèle, voilà, ce qu'on veut offrir. Mais
Par ailleurs, en Colombie, il y a aussi beaucoup de jeunes, je pense, éduqués, qui viennent des villes aussi, de Bogota, de Medellín, Carthagène, et qui, comme nous aussi, commencent à s'intéresser aux questions d'écologie, comment faire mieux. Voilà, les gens ont aussi accès à l'information ici, et maintenant on sait pour le plastique, pour l'eau, on sait pour beaucoup de choses. Du coup, voilà, petit à petit, avec un certain public, on commence à avoir de plus en plus de visiteurs. Après, on va pas se mentir, on est encore très très loin de l'équilibre financier. Donc le public qui vient nous visiter depuis qu'on a ouvert, c'est essentiellement des jeunes parents, avec des enfants, 4 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans. On a aussi des jeunes couples, pas mal de jeunes couples qui voyagent en petit budget et qui ont envie de faire une petite aventure, un week-end, des vacances. Et voilà, et pour le moment, on n'a pas encore reçu beaucoup d'Européens puisque vous êtes coincés là-bas. Parce que c'est fermé. Voilà, enfin, donc c'est compliqué en fait de venir en Colombie aujourd'hui, quoi. Exactement. Quoique, on a commencé à voir arriver un petit peu de voyageurs qui ont réussi à passer par d'autres pays, etc. Même si aujourd'hui c'est très très peu. Du coup, on espère que tout ça va vite rentrer dans l'ordre, la quarantaine, etc., les pandémies, les variants. Quand même. Parce que on a un bel endroit, on est assez content de nous, parce qu'on y vit en fait. Et mes associés se relayent aussi, on en a un toujours en gardien de nuit. Et on est content, on a vraiment des bons retours, les gens qui viennent sont contents aussi, on pense qu'on vient compléter de manière cohérente ce qui s'offrait à Rincón del Mar. Et puis voilà, on pense après, on espère que quand les touristes européens vont pouvoir de nouveau voyager en Colombie facilement, qu'on va pouvoir aussi travailler avec les Européens et puis trouver un équilibre financier pour continuer et pour s'agrandir un petit peu. En tout cas, je suis sûre que votre offre plaira à plein de jeunes, non seulement colombiens, mais ils viennent déjà, et puis européens, bien sûr, parce que moi, la première, si jamais je l'avais vue justement quand je suis arrivée à Rincón del Mar, je pense que je me serais volontiers tournée vers ton hébergement, quoi. Eh bienvenue si tu reviens. Comme ce que j'ai un peu fait à Palomino. À Palomino, il y avait beaucoup d'auberges jeunesse, effectivement. Mais celle de Ophélie, elle sortait un peu du lot parce que voilà, c'était un logement un peu éco-responsable, un peu en bambou, un peu une sorte d'éco-lodge, quoi. Et du coup, j'aimais beaucoup. D'ailleurs, je trouve que ton offre et son offre, les types de logements en fait se rapprochent beaucoup. En tout cas, il y a pas mal de similitudes entre vos deux parcours et j'adore. Du coup, justement, alors t'es arrivé en octobre 2019. T'as commencé en fait à chercher un terrain ou à trouver les associés. Comment ça s'est passé en fait? Alors les associés, ça a été vraiment le hasard. À la base, j'avais prévu de faire ce projet avec une amie rencontrée en voyage qui est grecque. Et en fait, elle est venue ici, elle a adoré Rincón del Mar, etc. Mais elle était sur un autre projet en Europe par ailleurs et elle pouvait pas se libérer. Donc au dernier moment, en novembre, elle a abandonné. Et en fait, à ce moment-là, le destin, le hasard, le karma ont mis sur mon chemin Jalimer et Julio, qui sont deux natifs de Rincón, qui travaillaient dans une autre ferme chez le papa de l'un d'eux, et qui avaient aussi un projet un peu similaire au mien, de faire du tourisme éco-responsable. Et juste au moment où moi, je perdais mon associé début décembre, eux, au mois de décembre aussi, se sont disputés assez fortement avec le propriétaire de la ferme où ils étaient. Le destin, le karma, j'ai vraiment eu beaucoup de chance là-dessus. Au moment où moi, je cherchais un peu des associés, du soutien, quelque chose pour quand même pas me retrouver toute seule à travailler sur ce projet-là. Eux, ils ont perdu leur lieu et ils cherchaient un lieu pour continuer ce qu'ils avaient commencé, qui était assez proche de ce que je faisais. Et ils avaient construit une cabane dans un arbre qui m'avait tapé dans l'œil.
Oh, complètement un logement hyper insolite encore. Exactement. Du coup, ça a été un coup de foudre professionnel. On a commencé ensemble dès le début, en fait. Et avec les deux garçons, les deux natifs, ça a été un coup de foudre professionnel et le hasard qui nous a réunis parce que moi, j'aimais beaucoup leur travail de construction. Je leur avais déjà demandé si on pouvait travailler ensemble. Eux, ils aimaient bien mon projet et ils aimaient bien le terrain que j'avais trouvé. Et en fait, quand j'ai acheté le terrain, on était déjà embarqués tous les trois à travailler ensemble. Et dès le premier jour, ils sont venus m'aider. On a commencé à débroussailler ensemble, à construire ensemble et en fait à vivre ensemble, quoi, à s'associer et à travailler tous les jours à ce projet, quoi. C'est devenu à tous notre activité principale. Waouh, quel beau coup de cœur professionnel, comme tu disais. Et donc ça, c'était quand? C'était en décembre 2019, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, je les connaissais, je les avais croisés avant, je les connaissais déjà quand je suis arrivée en octobre. Mais voilà, on a commencé à se connaître plus, moi à connaître un peu plus leur travail aussi. Et puis voilà, le destin a fait que petit à petit, on a commencé à travailler ensemble. Et puis moi, je crois que je suis tombée amoureuse de leur manière de construire un peu folle, un peu spontanée, on va dire, un peu brute. Et eux, ils étaient contents de trouver un terrain de jeu, en fait. Ils sont comme des gosses quand ils construisent des cabanes. Donc voilà, du coup, je leur donnais le budget pour réaliser leurs délires architecturaux. Et puis moi, je suis ravie d'avoir des cabanes œuvres d'art qui sont toutes différentes. On est comme des gosses, à travailler ensemble. Et puis eux, ça a dû leur faire super plaisir de trouver une Française pour qui travaillait et tout aussi. Ouais, alors eux, des fois, ils hallucinent toujours et ils me disent... en plus, bon, il se trouve qu'à Rincon del Mar, je sais pas si tu as connu un peu l'histoire de Rincon, la guerre civile a fait des ravages ici, ils ont eu des années très très dures. Il se trouve que l'un de mes associés a passé un peu de temps en prison suite au désarmement des différentes factions et l'autre de mes associés a perdu une main dans un accident de pêche. Donc ils étaient déjà dans des parcours de vie un peu difficiles. C'est des combattants, c'est des survivants, tu vois. Et c'est vrai que eux, ils ont été aussi contents de pouvoir construire, je pense, avec moi, un lieu où on est vraiment dans le développement de l'harmonie, de la paix, que ce soit avec la nature, que ce soit avec nos voisins, on essaye autant qu'on peut de s'inscrire dans le village, de soutenir les projets communautaires et de participer un petit peu à cette reconstruction morale parce que finalement, ça fait pas si longtemps que Rincon del Mar est touristique, ça fait pas si longtemps qu'ils sont sortis de tous ces conflits et de toute cette violence qu'ils ont subie, qu'ils ont souffert. Et on est vraiment dans un un beau mouvement de reconstruction. Vous êtes vraiment dans une belle dynamique, quoi. Ouais, voilà, une belle dynamique. Et puis ouais, ça a été un coup de foudre. Vraiment, ces deux gars, c'est mes anges gardiens ici. C'est des hommes qui sont absolument respectueux, bien éduqués, qui travaillent dur. Sans eux, je pourrais pas avoir monté ce projet-là toute seule, déjà, d'une part. Après, quand même, vous complétez bien, hein. C'est surtout ça aussi, hein. C'est ça, exactement. Moi, je suis un petit peu en dehors de Rincon del Mar, du village, donc les voisins, ils sont loin. Enfin, comme je te disais, j'ai 5000 mètres carrés, donc par exemple, ils voulaient pas me laisser dormir toute seule, même si j'avais pas les moyens de payer un gardien. Donc, de manière évidente, ils ont commencé à monter des tours de garde pour rester avec moi le soir et que je sois jamais seule, tu vois. Et absolument sans intérêt financier, sans intérêt... Enfin voilà, ils ont pas essayé de me choper, tu vois. Enfin, on est vraiment dans une relation d'amitié, une relation professionnelle, d'amitié, qui est vraiment belle, quoi. Et j'ai gagné ça à Rincon. J'ai aussi gagné 2 amis très chers et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler au quotidien. Et oui, et puis comme je disais, il reste quand même très très respectueux, quoi. Et c'est toi qui t'es chargé de trouver le terrain, justement ? Ouais, alors moi j'avais prévu mon budget, j'avais ce projet-là depuis longtemps. Chez Airbus, je gagnais bien ma vie. Donc du coup, j'avais économisé pas mal d'argent pour pas m'endetter, j'ai pas de dette. Et bien.
C'est déjà Et une bonne ouais, nouvelle. c'est ça. J'ai réussi à pas m'endetter. Du coup, et puis on construit tout nous-mêmes, donc finalement ça revient pas si cher. On fait tout, lentement mais sûrement, avec des matériaux de récup. Voilà, nos petites mains, comme on dit. Et on a des panneaux solaires, donc on est autonome en électricité. On récupère de l'eau de pluie en saison des pluies et on est en train d'essayer de réfléchir à comment emmagasiner de l'eau pour la saison sèche. L'idée, c'est aussi de dépenser moins parce que une manière de pas dépendre aussi trop des banques, etc., c'est de maîtriser les dépenses. Donc on est vraiment dans un mode de vie et de modèle économique d'entreprise où on essaye de limiter au maximum les dépenses, de faire des dépenses raisonnées, de faire un maximum les choses nous-mêmes. Et ça nous permet d'avoir aussi cette liberté de construction, voilà, on prend notre temps, on peut très bien commencer un bâtiment et puis le laisser un temps et puis un peu plus tard le faire évoluer, rajouter des choses. On n'est pas pressé, on habite ici. Bien sûr, ouais, c'est un modèle vraiment très très respectueux en tout cas. Ok, donc effectivement, comme tu disais, comme tu as travaillé donc, chez Airbus, etc., tu as quand même eu plusieurs années où tu as travaillé chez eux, tu as quand même pu mettre pas mal d'argent de côté, etc., donc pour vraiment construire ce projet en fait. Alors j'avais mis en tout 45 000 € de côté sur 7 ans, 10 ans. Aussi en vendant toutes mes affaires, j'ai vendu ma voiture, j'avais un scooter, j'ai absolument plus rien en France. J'ai vendu tout ce que j'avais. Et en fait, ça m'a permis de payer, plus ou moins la moitié m'a permis de payer mon tour du monde. Pareil, j'ai fait un tour du monde à très peu de frais. J'ai pas été dans les pays chers, j'ai fait que des pays pas chers. J'ai voyagé vraiment en mode à manger dans la rue, à dormir au moins cher, etc. Et ça m'a permis, en finissant mon tour du monde, d'avoir toujours un petit peu de budget. Et ensuite, je suis rentrée en France après le tour du monde. Oui, voilà, l'autre moitié, ça a servi pour payer le projet. Et en fait, je suis rentrée en France entre mars et octobre 2019 pour travailler aussi, faire 6 mois de plus chez Airbus. D'accord. Et donc du coup j'ai fait 6 mois où j'ai absolument rien dépensé, évidemment j'étais en mode économie et ce qui m'a permis d'arriver ici, en gros le projet je l'ai fait avec 35 000 €. Waouh, d'accord. Mais après j'ai eu beaucoup de chance sur le terrain, mes associés, j'ai vraiment eu beaucoup de chance depuis que je suis arrivée en Colombie, j'ai eu beaucoup de chance sur à peu près tout. Ce qui fait que, si aujourd'hui, même en fin de quarantaine, on arrive encore à mettre du riz dans l'assiette et on commence à peu près à travailler maintenant que le tourisme s'ouvre. Donc non, vraiment, vraiment super. Ouais, mais c'est donnant-donnant, tu vois, parce que je pense que tu leur apportes aussi beaucoup aussi au village de Rincón del Mar et aussi à tes associés. Et puis comme tu disais, le mercado que tu es en train de monter, il y a plein de choses aussi et du coup tu contribues aussi à la vie du village, etc., tu vois, en faisant vraiment plein de petites initiatives locales. Ouais, et puis ça me semble le minimum des choses en fait, parce que c'est une communauté, c'est un village humble qui traditionnellement est un village de pêcheurs et de paysans, et ces gens m'ont accueilli tellement bien et tellement à bras ouverts que ça me paraît normal aussi de participer comme je peux à ma petite échelle à la vie du village et voilà. Alors du coup quand on n'avait pas encore rouvert le village, qu'on n'avait pas tous ces problèmes de Covid, on faisait des cours de langue avec une amie américaine, on faisait des cours d'anglais ici à Mango Feliz avec les enfants et les adolescents du village pour les occuper un peu pendant la quarantaine. Donc le marché paysan. Tu t'ennuies jamais toi en fait, hein? Jamais. J'ai une dame qui m'a dit ça une fois. Elle me dit, une dame du village, elle est venue me voir et elle me dit, mais on vous voit jamais au village, aux fêtes, aux soirées, aux fiestas. Je lui dis, non, je sors pas beaucoup en fait. Et elle me dit, mais vous vous ennuyez jamais dans votre ferme? Je lui dis, mais j'ai pas le temps de m'ennuyer. En fait, t'as 1000 idées à la seconde. J'ai 1000 idées à la seconde et puis j'ai des animaux, donc les animaux faut les promener, faut les entretenir, j'ai des plantes, il faut les arroser, même les jours de repos, il y a toujours des choses à faire en fait, même quand il n'y a pas de clients, il y a toujours des choses à faire. Et t'as quoi comme animaux?
Alors j'ai évidemment des chiens, des chats, j'ai des poules pondeuses et des poules à chair. J'ai des canards qui vont bientôt faire des bébés. Et après, on a les animaux qui passent et qu'on leur donne de l'eau quand on peut. Que vous adoptez. Qu'on adopte ou qu'on aide s'ils ont besoin d'aide ou qu'on regarde passer. Dans le coin, on a des paresseux, on a des opossums qui passent la nuit, des mapaches, comment ça se dit? Des ratons laveurs. On a toutes sortes d'oiseaux, on a les toucans, j'ai mentionné, mais on a aussi oh oui, les toucans. Ouais, t'as pas le temps de t'ennuyer. Les pivers. On a tellement d'animaux à observer, ça s'arrête jamais. Moi, je suis comme une petite fille, je suis au paradis ici. Hein. Oh, c'est génial. Et puis tu réalises ton rêve de gosse aussi. Ouais, complètement. Mais du coup, moi j'ai une petite question parce que voilà, moi j'aimerais bien savoir comment s'est passée un peu ta quarantaine à Rincón del Mar. Ah oui, alors la quarantaine, à Rincón del Mar, on a été enfermés sur nous-mêmes. En fait, le village, ils ont monté un barrage à l'entrée du village en fait pendant de fin mars à mi-octobre, où seulement les gens qui habitaient à Rincón del Mar pouvaient rentrer et sortir. Et on pouvait rentrer et sortir que 1 à 2 fois par semaine en fonction du numéro de carte d'identité ou de passeport, avec chacun son jour pour aller faire les courses. Donc ça a été assez long, mais en fait c'était assez chouette parce qu'on était enfermés dans Rincón, mais on n'était pas enfermés seuls. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de Rincón, comme il n'y avait pas de virus, il faut savoir que dans tout le département, il n'y a pas eu le virus pendant des mois et des mois. Donc on savait qu'il y avait le virus à l'extérieur, mais on savait qu'à l'intérieur, on était tranquille. Donc on vivait normalement en fait. On n'avait pas de masque, on n'avait absolument aucune précaution à l'intérieur puisque le virus n'était pas là. Et par contre, quand on devait sortir à San Onofre pour les courses, alors ce jour-là, tout le monde prenait toutes les précautions, masque, antiseptique sur les mains, etc. À l'entrée, ils prenaient la température, ils faisaient laver les mains, etc. Donc, par contre, tout le monde était assez sérieux quand on allait à l'extérieur ou quand quelqu'un rentrait. Mais à l'intérieur, on vivait normalement en fait. Donc, au paradis, la plage pour nous. Du coup, on s'est retrouvés juste avant la Semaine Sainte, donc tous les restaurateurs, on avait les réserves. Donc en fait, les premiers mois, ça a été un peu festif parce qu'il fallait vider les congélos et les réserves de bière et de vin. Donc on a fait plein de fêtes, on a mangé du bon poisson, de la langouste, c'était chouette. Vous avez fait tout le contraire de la France. Ouais, voilà, après, enfermé dans un village des Caraïbes, il y a pire, quoi. Bah ouais, c'est clair. Après, économiquement, ça a été de plus en plus dur parce que les mois passent, pas de touristes, tout le village vit du tourisme. Donc, après, la chance qu'on a, c'est qu'on produit pas mal de nourriture. Donc, nous, on avait des mangues et des noix de coco, par exemple, qu'on échangeait contre du poisson. Il y a une solidarité aussi qui s'est mise en place. Et du coup, on a des poules, on produisait les œufs, on a des bananes, on essayait de manger un maximum de choses qu'on produisait nous-mêmes. Et puis petit à petit, ça s'est réouvert en octobre. Les touristes ont commencé à revenir. Alors, ça a été tout un cirque pour les mesures de sécurité, le masque, etc. Ouais. Ils nous ont fait faire des dossiers et des certifications pour qu'au final, personne n'applique les règles de sécurité, en vrai, ou très peu. Mais d'un autre côté, maintenant on peut le dire, depuis octobre, le village est rouvert. Il y a beaucoup de visiteurs colombiens qui viennent des grandes villes, infectées. Et aujourd'hui, il y a eu un chiffre qui est sorti qu'à San Onofre et dans tous les villages, c'est-à-dire quand même pas mal de milliers d'habitants, ou de centaines de milliers d'habitants, il y a eu seulement 13 décès en un an. Et 13 décès parmi tous les milliers d'habitants qu'il y a dans la région en fait de San Onofre et tout. Voilà. C'est le chiffre officiel de la mairie de San Onofre. Donc 13 décès, ils ont tous, 100% de ces décès avaient plus de 70 ans et avaient des comorbidités.
toutes les familles. J'ai un de mes compagnons de travail qui a perdu son père et sa mère. Ils ont collé Covid à son père. Et toute la famille dit, il est pas mort du Covid, il est mort de son hypertension, de son diabète. Il avait plus de 80 ans. On savait qu'il allait mourir à la prochaine grippe. Il est mort de chagrin parce qu'il avait perdu sa femme. Donc, résultat, à l'enterrement, ils étaient, je sais pas combien, il y avait tout le village, il y avait vraiment des milliers de personnes à l'enterrement. Personne n'avait de masque. On s'est dit, bon, bah, après ça, tout le monde va tomber malade. Personne n'est tombé malade. Ah ouais, donc ça n'a pas fait de cluster? Ça n'a fait aucun cluster. Nous, on a vraiment eu plus de peur que de mal. Alors après, il faut dire que nous, on travaille nos défenses immunitaires à fond, hein. On mange du poisson frais, on boit 3 jus de fruits frais par jour. On mange pas de malbouffe, on boit pas de malbouffe, hein, et pas seulement ici dans ma maison, hein, je parle globalement dans le village. Et on a beaucoup de soleil, les espaces sont ouverts, il n'y a pas d'espace clos. On prend pas de transport en commun, enfin tu vois, après... C'est assez sain comme façon de vivre. Exactement, je pense qu'on est quand même relativement protégé par notre environnement, nos défenses immunitaires, on a du soleil, on a de la vitamine D. Et globalement, on est assez confiant ici, franchement. Si on avait dû avoir une hécatombe, on l'aurait eu. On a eu beaucoup de visiteurs à Noël, on a eu beaucoup de visiteurs à Pâques. Et bon, bah, pour le moment, tout va bien, hein. Ah bah ouais, mais justement, à t'entendre, franchement, tout a l'air merveilleux, ça a l'air vraiment d'être un village des Caraïbes absolument splendide que j'ai eu l'occasion et la chance de voir, mais j'aimerais, moi, connaître tes plus grosses galères quand même, parce que peut-être que t'en as quand même eu malgré tout ça, quoi. Et voilà, cette partie touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Vous pouvez également en parler autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, donc Rencontrons le Monde, et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de la suite de cet épisode. Dans la prochaine partie, Cécile nous parlera des grandes difficultés qu'elle a rencontrées à Rincon del Mar. Vous verrez, c'est un épisode qui est plus que croustillant. Donc restez connectés. À très bientôt.